Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de AGN où ça y est, on commence enfin les clan books qui sont un peu le grand cliché de cette série enfin, de vampires et du monde des ténèbres en général. Donc quelque chose qui est hérité essentiellement de Donjons et Dragons. C'est des espèces de petits suppléments qui font à peine une centaine de pages, qui vont chacun identifier des clans, des traditions, des tribus, j'en passe et des meilleurs, des kits, ce que vous voulez, et qui en fait vont vous permettre d'avoir l'historique du clan, donc il y a du métaplot, d'avoir l'essentiel des factions politiques propres à chaque clan, évidemment des compétences, enfin des disciplines supplémentaires, parce on est quand même chez White Wolf, des archétypes de personnages à jouer et les membres du clan qui sont importants. L'essentiel, donc ça va vraiment se faire assez rapidement, assez simplement. Mais le gros reproche qu'on fait, c'est qu'il y en aura plein, 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 puisque bah, vous imaginez bien, il y a 13 clans, donc il y aura 13 bouquins comme ça. Hein. Il y a 13 tribus, je crois, de loups-garous, donc il y en aura 13. C'est pareil pour les magiciens qui sont un peu moins nombreux. Mais ça fait beaucoup de boulot et c'est un peu le côté ronflant, mais qui a fait beaucoup d'argent. C'est ça où White Wolf s'est fait quand même le plus de pognon quasiment, parce que ça incite les joueurs qui vont jouer un certain clan à acheter le clan book pour avoir les pouvoirs, pour avoir l'historique, pour avoir la coloration supplémentaire. C'est quelque chose évidemment qu'on connaît avec les classes, les fameux guides du ranger, guide du machin pour Donjons et Dragons. Donc comme quoi, hein, plus les choses changent, plus elles restent les mêmes. On retrouve, donc ça c'est assez rigolo par contre, on a des illustrations couleurs de Tim Bradstreet, qui n'était pas forcément le cas avant, donc c'est marrant. Des fois la coloration est bien, des fois elle est dégueulasse. Et on aura des illustrations un peu originales que moi je connaissais pas en fait, quand j'ai commencé cette série, pour bah, les clans moins connus, notamment les Giovanni de Simice, c'est des couvertures qui sont un peu... enfin des Tim Bradstreet originaux. Donc sans plus tarder, on va se lancer là-dedans. Donc, un passé de traîtrise et un futur en flammes. C'est fait par Steve Crow, donc, qui est l'un des- des classiques de chez White Wolf, hein, ça change pas trop. Hop. Alors, c'est là aussi, ils vont expérimenter au niveau des maquettes avec des éléments graphiques qui vont changer du tout selon les clans que vous avez. Donc, aussi bien au niveau du liseré que sur des aspects un peu plus chaotiques, notamment, vous verrez le supplément malkavien, c'est un grand moment de design graphique, c'est sûr. Au niveau des personnes, il n'y a pas grand-chose de nouveau, vous commencez à tous les connaître hein, essentiellement. La seule peut-être personne les seules personnes un peu différentes vont être, donc notamment au niveau du marketing, il y a une dame qui s'appelle Alara Rogers, qui était en fait une étudiante en biochimie, si je dis pas de bêtises, qui a trouvé ce job un peu par hasard et qui a rencontré son mari et elle a bossé pour White Wolf, essentiellement en écrivant des articles pour le magazine White Wolf et pour le maquettage et la relecture pendant 5-6 ans avant de partir. Et je crois qu'elle a essayé de lancer, elle a bossé pour sa propre boîte de jeux de rôle avant un peu de disparaître. Et puis bah voilà, parce que comme elle dit elle-même, elle a eu 4 enfants, et puis elle vit avec son mari, je crois du côté de Cleveland. On a un autre type qui a essayé de percer plus longtemps dans le jeu de rôle, donc là, il se moque un peu de lui parce que c'est l'homme à tout faire, il s'appelle William Hale, donc c'est l'homme à tout faire sur Loup-Garou, qui va essentiellement playtester et filer un coup de main, et il va devenir en fait, il va gérer les envois des bouquins, notamment chez les distributeurs. Il va rester chez White Wolf pendant un certain moment, pendant pas mal de temps, il va notamment beaucoup bosser sur le livre du verre, sur Garou, avant en fait, de fonder sa propre boîte de jeux de rôle. Il va faire notamment un jeu de rôle qui s'appelle Rapture, The Second Coming, donc c'est la rapture, vous le savez, dans le côté apocalyptique prophétique du livre des Révélations. C'est l'idée que les méchants vont rester sur Terre et les gentils seront emportés pour être dans le royaume de Dieu, et ce sera bien fait pour vous. Donc c'est dans la disons, j'allais dire mythologie, dans la religion américaine, en tout cas dans un certain mouvement essentiellement des évangélistes, c'est quelque chose qui va se produire. Et donc c'est pour ça qu'il faut être très très bon, sinon on va rester avec les mauvais sur Terre, avec éventuellement des pluies de sang et j'en passe et des meilleurs. Le jeu n'a pas du tout marché, mais il a quand même réussi à avoir une deuxième édition chez un autre éditeur. L'éditeur en question, dont j'ai plus le nom, est en fait la boîte d'édition slash de développement de jeux vidéo qui était possédée par Andrew Greenberg. Donc Andrew Greenberg, c'est l'une des personnes les plus importantes chez White Wolf, qui est parti après pour faire notamment créer Fading Sun, et donc il a
relancé un studio de jeux vidéo il n'y a pas longtemps, et je sais qu'il a édité le jeu de rôle de William Hale pour une seconde édition, ce qui n'a pas du tout marché, et maintenant, Hale, j'ai aucune idée de ce qui se passe. En tout cas, il y a beaucoup on vous dit, enfin, en introduction de ce supplément, le petit mot de White Wolf dit c'est super, Loup-garou se vend très très bien, c'est génial, et on est content, donc on va continuer avec le livre du verre, le Rite of Passage, donc qui était un scénario d'intro, si je dis pas de bêtises, ou un bouquin. Et l'idée, c'est que et on vous dit l'Anarchbook est le prochain gros supplément pour Vampire qui va sortir. Donc, on va commencer sans plus tarder. Alors, l'essentiel des. Alors, ça, c'est un truc qui est pas bête, je trouve, c'est que l'essentiel des. Il y a toujours un illustrateur par bouquin pour les clan books, et c'est propre parce que ça donne une cohésion graphique qui est encore une fois amenée par Richard Thomas. Ici, c'est Larry McDougall, donc moi j'aime beaucoup. On peut ne pas aimer, hein. Il a quand même, sur ce bouquin, je pense qu'on lui a, je sais pas si c'est une tentative ou on lui a expressément demandé, mais il a un côté beaucoup moins propre que ce qu'il fait d'habitude, où généralement c'est plutôt des aplats qui sont faits à l'encre de Chine. Et là, il a un côté beaucoup moins propre, qui évidemment, à mon avis, doit renvoyer au Bruja. Donc ça va être aussi un grand classique qui va être fait dans tous les clans de books. Tous les clans de books vont commencer, et beaucoup de livres chez White Wolf vont commencer par des petites nouvelles, des petits textes qui sont assez simples, qui à chaque fois vont essayer de recadrer la transformation ou l'intronisation d'un vampire au sein du clan en question, avec une crash course sur qu'est-ce que le clan. Et là, c'est assez. Donc ça sera beaucoup plus long après, ce sera 3-4 pages. Et ça répond à deux choses. Donc évidemment, c'est une introduction qui permet aux joueurs de comprendre un peu ce qui se passe. Généralement, ça ressasse un peu du métaplot, très légèrement. Et c'est aussi une porte d'entrée pour beaucoup de gens chez Whitehall qui s'imaginent écrivains. Alors on peut se moquer, hein, on peut dire que c'est mal fait, que c'est pas bon. Ça, je vous laisse juger. Mais il y a un point qui est très important de comprendre sur le succès de White Wolf, c'est que White Wolf, c'est pas que du jeu de rôle. White Wolf, ils vont faire très rapidement beaucoup de romans, de nouvelles. Nous, on en a eu quelques-unes. On a eu les livres de clan, on a eu la trilogie du sang. Mais chez White Wolf, il y en a eu énormément. Mais vraiment, allez lire, enfin, choper la liste de tous les romans qui sont chez White Wolf, vous allez halluciner. On a une infinité qui ont été traduits en français. Donc déjà, il y a des bouquins pour toutes les gammes, même Orpheus. Il y a des livres qui vont être faits selon les... Donc il y a des cycles de clans, il va y avoir le cycle sur la GN aussi qui va sortir, et il y a des trucs un peu plus obscurs, voire carrément foutraque. Je pense à c'est Winded Hearts, je crois, ou Les Cœurs Écorchés, je sais plus, qui était une tentative de faire des nouvelles avec vaguement donc les PNJ qui deviendront importants dans le métaplot, qui sont pas encore là, mais sur un aspect sexuel. Et c'était super chelou et c'est illisible. C'est un mix entre du. Ouais, c'est du pseudo. Un mélange entre Harlequin et les trucs les plus gorax façon Clive Barker et ça marche pas du tout. C'est un peu un cauchemar. On n'en est pas encore là, c'est pas grave. Donc l'histoire est très simple en trois mots. Il y a un caïtif qui est récupéré par Critias. Critias s'aperçoit que c'est un jeune Afro-Américain qui a été abandonné, qui est livré à la guerre de gang. Et Critias lui explique très rapidement, succinctement, qu'il est Bruja, qu'il n'est pas caïtif, qu'il a sûrement été transformé en vampire par Smiling Jack. Donc Smiling Jack étant une sorte d'agent du chaos, on va y revenir. Il fait partie de ce qu'on appelle les iconoclastes. Et durant en fait, l'interview que fait concrètement Critias pour savoir s'il va sauver ou détruire le gamin, il s'aperçoit que le gamin est évidemment beaucoup plus intelligent qu'il ne le laisse paraître au niveau de son vocabulaire, au niveau de sa compréhension. Et donc Critias est positivement étonné et lui dit bon bah ok, je vais t'amener à Damien, donc Damien qui est en fait un autre enfant de Critias, pour qu'il te serve de cire et qui t'explique un peu le monde le monde dans lequel tu vas agir. Et ça c'est encore une fois, je pense que ça fait partie de la poussée que cherchait à faire White Wolf, à savoir offrir offrir en fait une certaine vision de la gauche américaine, ou au moins en fait une sorte de, comment dire, de visibilité des minorités dans le jeu de rôle, en disant concrètement, parce que ça c'est un des grands pitchs du clan Bruja, et ça se sent à travers les trois éditions, c'est qu'en fait, on part du principe que les minorités, et essentiellement en fait les jeunes Afro-Américains qui ont été laissés pour compte durant notamment les émeutes de Rodney King, avec évidemment le projet O.J. Simpson qui va apparaître pour être en fait l'idée que
il a été acquitté parce qu'il y a une espèce de vindicte afro-américaine justement sur le fait que même s'il avait tué sa femme, en fait, on s'en fout. Le but, c'est juste de faire la nique à l'établissement blanc et aux flics de Los Angeles qui sont extrêmement violents et racistes. Et donc l'idée dans le clan Bruja, c'est que quelque part, les jeunes Afro-Américains, par leur indignation, par leur opposition au système, par aussi le fait qu'ils représentent le renouveau du clan Bruja. Et ils représentent quelque part un renouveau d'un idéal, enfin, ils vont peut-être le devenir, des anciens Brujas qui se voient comme des guerriers philosophes. Et ça, c'est enfin, c'est quelque chose qui est jamais explicitement dit, mais à travers tous les PNJ qui sont importants, on verra plus tard, notamment il y a le PNJ Vignette, donc en fait c'est le PNJ qui représente chaque clan, a un rôle très très important, et c'est un Afro-Américain qui était un ancien esclave, qui s'appelle Théobel, qui est très très important. Donc voilà, ça c'est le pitch, c'est assez rapide. Donc les légendes des Brujas, c'est l'histoire des Brujas. Donc là encore, on vous donne le point de vue des Brujas sur leur histoire, ce qu'ils ont pu faire et comment ils ont évolué en tant que clan, avec évidemment toujours en parallèle l'histoire humaine, puisque les Brujas sont par essence des créatures de passion qui vont, pour conserver leur humanité, comme chaque clan quasiment en tout cas les Camarilla, cherche un mécanisme pour ne pas se faire dévorer par la bête et pour rester proche de l'humanité. Donc quand je dis proche de l'humanité, c'est pas forcément être ami avec les humains, mais c'est trouver quelque chose qui les lie encore au présent, parce qu'en fait, la perversité évidemment de la bête et de la dégénérescence, c'est effectivement, il y a tout le côté, vous devenez monstrueux, vous tuez des gens, vous entrez en frénésie, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que si vous vous laissez en autarcie, si vous restez le plus loin possible de l'humanité, et quand je parle d'humanité, c'est pas juste les gens, mais c'est aussi la culture, la technologie, vous vous foutez en fait vous-même en fait dans une sorte de bulle où vous allez forcément ne plus avoir les outils pour lutter contre la bête. Et ça, c'est quelque chose qui sera beaucoup plus poussé de manière beaucoup plus intelligente dans Vampire de Requiem, où on vous dit que vous avez plusieurs approches pour rester pour rester humain, et c'est pas juste une sorte d'échelle de péché. Enfin, votre humanité n'est pas liée à une sorte d'échelle de péché, mais ces péchés-là peuvent être aussi pas du tout religieux sur la base de tu tueras à point et compagnie, mais simplement sur le fait de côtoyer des humains tous les soirs ou de faire des activités humaines, et c'est ce qui vous permet en fait de garder votre humanité. Et dans le cadre des Brujas, leur idée c'est de se lier à des mouvements anti-establishment et des révolutions tout au long de l'histoire humaine. Et c'est comme ça en fait qu'ils restent humains quelque part. Là où les toréadors restent humains parce que justement ils sont des mécènes des arts, les Nosferatu restent humains, même s'ils sont très très moches, parce que justement, ils créent un réseau d'information. C'est pas juste pour leur survie, mais c'est aussi parce qu'en restant proche de la technologie, en restant proche des avancées et des visions humaines, ils gardent quelque part leur humanité. Les Ventrus, c'est en dirigeant c'est en essayant de protéger l'humanité dans son ensemble, sans pour autant n'en avoir quoi que ce soit à faire de base. Les Trémérés, j'ai pas trop le chapeau, mais bon, ils évoluent en fait avec tout un assortiment de ghouls et de magiciens quelque part qui protègent leur cheptel. Il y a toujours l'espèce d'idée chez les Trémères que c'est comme une pyramide de Ponzi, donc le but c'est de recruter de nouvelles personnes. Même si vous ne les transformez pas en vampires, vous avez besoin de suivre essentiellement toutes les personnes. L'exception à tout ça, c'est les gangrels, parce qu'en fait les gangrels n'ont pas besoin de l'humanité, puisque eux en fait ils suivent une sorte de voie de la bête, et donc ils créent un équilibre entre leur bête en se baladant dans la forêt concrètement et leur humanité. Donc voilà, c'était un peu mon idée à moi. Donc que vous dire des Brujas? Les Brujas sont comme tous les vampires, ils ont commencé avec un antédiluvien qui était de troisième génération, qui a vécu dans la première et la seconde cité. Et la seconde cité, qui était là où Cain a disparu, où il y avait les troisième et les quatrième générations, tout allait bien. Et il a toujours eu ce rêve en fait de plus ou moins conserver cette humanité, enfin de conserver en fait cette espèce de cité magique où les vampires vivaient en harmonie avec les humains. Il va étreindre un quatrième génération, donc Bruja, qui s'appelle Troil, qui est une femme, si je ne dis pas de bêtises, enfin le sexe n'est pas souvent dit, mais ce Troll en fait va, à un moment ou à un autre, il va dévorer Bruja. Les conditions ne sont pas exactement dites pourquoi, personne ne sait vraiment, mais c'est à la fin de la seconde cité, c'est le moment où les troisième générations vont se planquer, parce qu'ils ont peur de se faire bouffer à juste raison par leurs enfants, et les quatrième générations vont se disperser dans le monde entier. On va aboutir à l'Antiquité, où les quatrième générations sont encore actifs, et les troisièmes, on ne sait pas trop où ils sont, où il va y avoir la fondation d'une grande ville qui s'appelle Carthage, donc la Carthage que vous connaissez dans notre histoire,
qui va être une ville qui va essayer de reproduire, avec l'aval essentiellement sous la coupe des Brujahs, une harmonie entre les humains et les vampires. Donc en gros reproduire la seconde cité, ce qui pour les Brujahs est extrêmement important. Les Brujahs à cette époque sont essentiellement des prêtres, des guerriers philosophes, qui cherchent d'une manière ou d'une autre à subvenir et exister en cohésion avec les humains tout en améliorant leur performance martiale et leur savoir. Sauf que, évidemment, de l'autre côté de la Méditerranée, il y a l'Empire romain. L'Empire romain est dirigé par une coalition de ventrus, de toréadors et de malkaviens, parce que les malkaviens aiment toujours un peu faire chier tout le monde, et ils vont détruire Carthage. Carthage a été détruite plus ou moins en sous-main enfin, a été aidée à être détruite notamment par Hélène de Troie, donc, qui est un gros vampire qui se situe, je vous laisse voir Chicago by Night pour ça. Mais ce qui se passe, c'est qu'au moment où Carthage est détruite, Troy pète un câble et soit est détruit, soit rentre en torpeur. Le propos n'est pas exact, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a une sorte de... Un peu comme les Malkaviens, il y a une sorte de retour de bâton mental et psychologique entre tous les Brujahs, et c'est là où ils acquièrent techniquement, alors on n'est pas sûr, hein, c'est des racontards, c'est là où ils acquièrent leur faiblesse de clan. C'est-à-dire que c'est, en gros, ils sont en colère tout le temps, ils sont très soupolés, et ils ont des malus pour résister à la frénésie. C'est là où il va y avoir aussi une session entre les clans, c'est-à-dire que, enfin, dans le clan au niveau philosophique, avec la fin du rêve de Carthage, les idéalistes, donc ceux qui voulaient une harmonie possible, essentiellement des prêtres guerriers entre les humains et les vampires, réalisent que leur rêve vient de se faire pulvériser sous leurs yeux. Donc, il y a deux autres factions qui vont apparaître, enfin deux autres courants philosophiques. Il y a les iconoclastes, donc eux sont là pour détruire l'ordre en tant que tel, donc essentiellement les ventrus qui détestent, mais toute forme en fait d'oppression et de répression humaine ou vampirique. C'est des gens qui vont être incarnés notamment par Smiling Jack, qui est un pirate, du XVIIIe siècle, enfin du XVIIe siècle, qui provoque le chaos partout où il va. Et de l'autre côté, il y a les individualistes. Les individualistes, c'est ceux qui ne veulent ni être des idéalistes, ni être des iconoclastes, qui cherchent en fait un entre-deux, et c'est essentiellement eux qui sont princes ou qui sont primogènes. Parce que justement, ils savent qu'il y a un fragile équilibre à trouver, et c'est ceux qui font marcher, qui font avancer concrètement la Camarilla, quoi. Et à côté de ça, donc ça c'est l'essentiel de la création des Brujahs. Sauf que vous êtes des petits malins, vous savez que peut-être que Brujah n'avait pas qu'un seul enfant, et que quand Troil a diablerisé son sire, donc l'antédiluvien Brujah, il y avait peut-être d'autres quatrième générations qui existaient. Et vous avez raison. Il y a une lignée, donc concrètement comme les Salubri maintenant, de Brujah, qui descendent directement de l'antédiluvien Brujah. Ils se cachent, ils sont pas, enfin c'est pas qu'ils se cachent, mais ils sont pas très nombreux, et les Brujahs nient leur existence. Il n'y a pas de haine contre, par exemple, comme entre les Salubri et les Trémères, mais il y a clairement l'idée que c'est des rumeurs, qui n'existent pas. Ce principe de lignées qui descendent directement de l'antédiluvien, qui ne sont pas la lignée officielle, c'est quelque chose qui est très très fort, qu'on va retrouver notamment chez Nosferatu, c'est un des points majeurs du clan Nosferatu. Rappelez-vous, je vous avais parlé de Baba Yaga dans Monde des Ténèbres, qui est une quatrième génération. La légende veut que Baba Yaga soit en fait la vraie génitrice de tous les Nosferatu, puisque Nosferatu lui-même, Absinimar, déteste ses enfants. On y reviendra. Donc, en gros, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une série de vampires qui existent, qui s'appellent les vrais Brujahs, enfin qui se surnomment les vrais Brujahs, qui descendent de Brujah lui-même et pas de Troil, donc qui n'ont pas la même, enfin qui ont la faiblesse originelle du clan, qu'on ne connaît pas, et ils ont des pouvoirs qui leur permettent de contrôler le temps. Pour l'instant, c'est pas décrit, mais vous inquiétez pas, on est chez White Wolf, donc vous aurez votre lignée qui vous sera décrit sur 2 pages avec tous les pouvoirs qui vont bien avec. Mais là, c'est juste une rumeur. Donc les gangrènes, pardon, je vais y arriver. Les Brujahs vont évidemment être au cœur de toutes les révolutions, notamment évidemment c'est eux qui sont quelque part à la base du mouvement anarque, avec Tyler. Donc on rappelle, Tyler c'était l'infant de Robin des Bois, qui a réussi à bouffer Hardestadt senior, qui était en gros le fondateur de la Camarilla. Et c'est là où c'est elle qui a déclenché en fait le mouvement de tous les jeunes vampires qui ont commencé à bouffer les vieux vampires et créer le sabbat. J'en passe et des meilleurs. Tyler officiellement est complètement indépendante et plutôt anarque, mais dans le sens vrai anarque et pas sabbat. Mais ça va créer un précédent qui va alerter Hardestadt Junior, donc
l'enfant d'Ardestat Senior, pour fonder la Camarilla, avec notamment Raphaël de Corazon, j'en passe et des meilleurs. Donc ces Brujas vont vraiment, à chaque fois qu'il y a une révolution humaine, on peut être sûr que les Brujas aident en sous-main d'une certaine manière. Ça va leur jouer des tours évidemment, puisque autant aux États-Unis, ça va plutôt aller dans le sens d'une terre nouvelle, d'aider notamment la révolution américaine, aux révolutions en Amérique latine et en Amérique centrale. Par contre, ça va leur jouer des tours, c'est en Russie, où c'est eux qui vont instaurer concrètement c'est eux qui vont instaurer Lénine, la Révolution rouge, donc en profitant du fait que Baba Yaga s'est endormi, pour mener en fait, une révolution qui va très vite dégénérer pour avoir les contextes qu'on connaît, et toutes les horreurs de Staline et tous ses petits camarades. Il y a quelques personnes il y a quelques personnes célèbres qui vont être transformées en vampires. Il y a notamment Alan Carpo qui deviendra un Bruja. Et pas mal de gens qui sont proposés. Donc, souvent, c'est de cause à effet. C'est-à-dire que vous allez avoir Marguerite Focard, qui est une actrice parisienne juste avant la Révolution française, qui va se faire transformer en Bruja, qui elle-même va découvrir Crispus Atticus, qui est un Afro-Américain au long cours qui vit aux États-Unis, qui va transformer en vampire, donc qui va aider notamment la Révolution américaine, lors du Tea Party, j'en passe des meilleurs. Et ce cycle, en fait, se perpétue à chaque fois. Et les Brujas ont cette force de trouver forcément des gens qui, de leur vivant, étaient très motivés par les révolutions pour pouvoir les poursuivre. Donc voilà, je vous ai parlé. Il y a aussi le cas qui est très important, c'est il y a un type qui, si vous connaissez le jeu vidéo Bloodlines, vous savez déjà ce que je vais vous dire. Mais à la fin du XIXe siècle, il y a un anarque, enfin il y a un anarque bruja qui s'appelle MacNeil, pardon, qui est un ancien haut guerrier écossais à la Braveheart qui va arriver en Californie et qui va réussir à renverser le prince de Los Angeles. Ce qui va faire qu'en fait, Los Angeles va devenir les Free Anarch States, donc les États libres des anarches, c'est-à-dire que de San Diego jusqu'à San José, donc quasiment sur toute la grande banlieue de Los Angeles, ça va devenir une terre de non-droit où ni la Camarilla, ni le Sabbat, donc concrètement de puissance. Et l'essentiel de la zone est dirigé par des conclaves, des triumvirats et des barons, qui sont l'équivalent des princes anarques, dans cet endroit qui est une sorte de non-lieu où évidemment il y a beaucoup de guerres des gangs. Le sabbat essaie de s'infiltrer tant qu'il peut, mais on estime que 10% des vampires là-bas sont sabbats. Il y a plus de 200 sabbats sur toute la métropole de Los Angeles. Donc c'est 200 vampires, donc c'est absolument énorme. Et MacNeil est un peu embêté parce qu'en fait il est coincé, il se retrouve dans une position de leader et c'est pas forcément ce que eux en tant que canarque, un arc bruja apprécient. Et donc c'est essentiellement l'idée qui vous est donnée. Il y a quelques petits name dropping, donc on vous donne le nom de certains PNJ qu'on va revoir un petit peu plus tard. Les traditions, donc c'est l'essentiel du travail, l'essentiel en fait de ce qui unit les Brujas. Vu qu'il n'y a pas d'organisation, oui, chez les Brujas il n'y a pas d'organisation, tout marche au niveau du prestige. Donc c'est votre capacité à faire avancer les grandes causes, la lutte, la philosophie, les arts de la guerre qui vous permettent en fait d'avoir vos chapitres. Cette voie au chapitre vous permet de participer à ça, donc ce qu'on appelle les rentes. Donc c'est des espèces de grandes réunions de Brujas qui dégénèrent très, très facilement en n'importe quoi. Les rounds sont bouclés avec des raves, donc comme dans les rave parties, où là c'est des sortes de grands événements humains, généralement musicaux, qui se transforment en jeux de cache-cache et qui aboutissent à ces débats. Donc les débats étant la forme plus vieille des rentes, souvent exprimées par les anciens et les idéalistes. Donc l'idée c'est que le prestige, vous n'avez le droit au chapitre, plus vous avez de prestige, plus vous êtes en capacité d'imposer votre parole et de parler quand c'est votre tour, sinon vous faites un peu... On vous met de côté, vous ne pouvez rien faire. Les Brujas ont aussi cette politique de solidarité qui est extrêmement importante, c'est-à-dire que si un Bruja se fait attaquer, vous devez aller filer un coup de main à un Bruja. C'est comme ça, quelle que soit votre affiliation, quelle que soit votre appréciation du type, il y a une force au niveau du clan, une coopération. Je ne vais pas dire une solidarité parce que ce serait un peu fort, très importante. Et ce qui fait qu'aussi, évidemment, il y a des crimes et des punitions qui sont faites au sein du clan, notamment pour un clan justement qui se veut très proche de l'humanité, la mascarade reste quand même très très importante et les Brujas iront même jusqu'à punir, voire détruire les propres membres qui enfreindront de manière veule la mascarade.
avant même de faire un conseil au niveau des anarches ou un conclave dans la Camarilla. C'est un peu, ils se font leur popote interne et ils préfèrent régler leurs affaires en famille, si jamais c'est l'un des leurs qui a, entre parenthèses, merdé. Après, ils ont aussi un côté, c'est eux qui créent le plus de kétifs, parce que justement, ils créent souvent des humains, et puis après, ils transforment souvent des humains en vampires, et après, ils s'aperçoivent que ils n'ont pas ils ont pas le courage de les élever, donc ils préfèrent se barrer, ce qui est très, 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 très classieux. Donc les secrets des Broujas, ça c'est quelque chose qui va être beaucoup plus stratifié après au niveau, bah, qui sont des pouvoirs de discipline. Donc en gros, c'est des mix de disciplines, c'est-à-dire que si vous avez 3 points en potence, enfin 3 points en puissance et 3 points en présence, ça vous permet par exemple d'activer un effet qui va être de balancer vous pouvez envoyer la bête, projeter la bête sur un adversaire. Donc c'est la, la malédiction d'Electo. L'autre Burning Wrath, donc ça vous permet en fait, si vous avez un score en célérité et en puissance, vous pouvez faire de la gravée en dépensant plus de sang juste en cognant. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir des griffes de protéisme, vous pouvez juste cogner. Et cœur de pierre, ça vous permet en fait de résister à la colère, à quelqu'un qui essaie de vous manipuler mentalement, voire à des disciplines comme domination. Et ces trois sont le chasse gardé de chacune des factions, entre parenthèses. Donc les iconoclastes ont Burning Wrath, la malédiction d'Electo, c'est les idéalistes, et le cœur de pierre, c'est les individualistes. Je trouvais ça pas mal comme système, en fait, et ils ont un peu lâché ça pour faire un truc plus classique. Je pensais qu'un pouvoir, c'est bien par faction, ça permet aussi un peu de refléter les factions, mais très rapidement, vous allez avoir ce que j'appellerais, dans Mage, on appelle ça des routines, qui vont être des combos. En gros, si j'ai 3 points dans cette discipline-là et 2 points dans cette discipline-là, j'ai ce pouvoir-là, et ça devient encore un peu le marché, il y aura des pages et des pages et des pages. Voilà. Après, on a un descriptif des relations du clan avec les autres factions. Donc, essentiellement, vous vous en doutez, euh, ils aiment bien les gangrels, mais pas trop parce qu'ils sont bizarres et ils vivent très très loin. Ils aiment pas les malkaviens parce qu'ils sont complètement fous. Ils aiment bien les Nosferatu parce que les Nosferatu sont ostracisés par le reste des clans. Ils aiment pas trop les toréadors parce qu'ils les trouvent mous et qu'ils ont aidé à détruire Carthage. Ils aiment pas les trémères parce que c'est une sorte de secte. Ils aiment pas du tout les ventrus parce que c'est leur ennemi. Et pour le reste, bon, voilà, les Assamites, ils sont cool. Les disciples de Seth, on s'en approche pas. Les Giovanni, ils servent à rien. Les Ravnos, ils sont cool. Vous connaissez grosso modo la lecture et les stéréotypes basés sur le clan vous permet très rapidement en fait, de voir où il se positionne, en tout cas par rapport aux autres clans et le monde vampirique. C'est un peu pareil avec la Camarilla. La Camarilla est une manipulation et une proposition des ventrus. Le cercle intérieur nous manipule. Le représentant Bruja au sein du cercle intérieur de Camarilla, de toute façon, c'est un idéaliste, donc il fera jamais rien. Le sabbat, c'est plutôt cool, mais ils n'en ont rien à faire de la mascarade, donc on ne peut pas accepter. Et en plus, ils nous lave le cerveau. Enfin, voilà, c'est encore le vieux sabbat, on ne savait pas trop ce que ça devenait. Le reste, c'est des grands principes. Par exemple, ils sont assez cool sur la diablerie. Ils disent le principe, c'est que si vous pouvez bouffer un ancien, allez-y. Et c'est vrai que c'est un truc qui se retrouve assez souvent. Je veux dire, c'est quand même le clan où Troy a bouffé Bruja, donc pour eux, ça semble un peu logique. Ils n'aiment pas les princes, ce sont les anarches, ils n'aiment pas l'inconnu. Et Golconde, ouais, bon, on n'y croit pas trop. Il y a encore l'idée toujours de pouvoir regagner redevenir mortel, hein, qui disparaîtra plus tard. Donc on sent qu'on est encore un petit peu au début de la V2. Leur point sur les créatures surnaturelles, c'est un peu de rester loin. Ce qui est la règle classique des vampires, hein, c'est rester le plus loin possible des lupins, des mages, des fées et des fantômes. Donc on arrive sur un gros truc qui sera présent dans évidemment tous les livres de clans de vampires, c'est les templates, donc les modèles de PJ quand vous n'avez pas d'idée. Accrochez-vous à votre slip, c'est assez gâté. Donc on commence avec le terroriste anarque, gros classique. On notera que ça fait quand même beaucoup penser à Une bataille après l'autre, que j'ai vu il n'y a pas longtemps, qui était pas mal. J'étais étonné parce que Paul Thomas Anderson, j'avoue que j'avais un peu de mal. Et Licorice Pizza et celui-là, Une bataille après l'autre, m'ont plutôt réconcilié. J'ai passé un très très bon moment. Et je pense que c'est pas innocent si, à l'heure de Trump 2.0, le film cartonne aux États-Unis. Donc voilà, classique, hein, j'étais un terroriste révolutionnaire, suprémaciste noir durant ma vie, et je continue à faire mon œuvre durant ma mort. Le professeur universitaire, donc évidemment, si vous voulez jouer plutôt un idéaliste, qui fait plutôt le pendant philosophie sur les guerriers, dans le clan des Brugiens.
Le pirate informatique, alors ça, je sais pas trop d'où ça sort. C'est plutôt un truc que j'aurais vu chez Nosferatu, mais c'était peut-être un peu On est au début des années 90, donc il y a encore un peu ce côté neuromancer, ou peut-être je suis un... qui est cité d'ailleurs, hein, sur l'idée d'une sorte de rebelle dans le monde virtuel en tout cas. Le représentant des anciens, donc ça c'est plutôt le côté crapule, ignoble ordure et lâche des Brujas, qui est aussi présent en fait dans le clan. À savoir que c'est une espèce de magouilleur qui toute sa vie est devenu vampire et donc en fait joue la carpette et dit oui mais je suis là pour vous aider en fait alors qu'il ne fait que travailler il ne fait que travailler pour les anciens et il vous écrasera dès qu'il pourra pour gagner plus de pouvoir. L'idéaliste européen donc c'est si vous voulez jouer un ventru mais vous voulez jouer un Bruja mais vous êtes plutôt ventru. Donc c'est des anciens nobles européens qui arrivent et qui imposent un peu leur idée. Enfin, face aux Américains évidemment ça renvoie toujours l'idée que les Européens sont le vieux continent et les États-Unis sont le nouveau monde, avec ce côté très classieux, très propre et sur eux, qui vont, dès qu'ils le peuvent, se moquer de leurs cousins américains. Le faux rappeur, ça c'est marrant, c'est le principe du faux rappeur, c'est un type qui a grandi, c'est comme Ice Cube si je dis pas de bêtises, il a plutôt grandi justement dans un quartier propre, très bon chic, bon genre, et qui a réussi en fait par son don pour manipuler les autres et pour un certain ton pour la musique, à se faire passer pour une image de rappeur, à vendre des millions de CD, il se fait transformer en vampire, et il est obligé en tant que vampire de conserver cette étiquette, parce qu'il a sûrement été étreint pour ça, sachant qu'en fait il joue la comédie. Et il dit donc peut-être que votre but à long terme c'est de sortir un livre sur justement ce que c'est d'être vampire, mais pour l'instant vous essayez de calmer le jeu. Et après on a le vrai rappeur. Le vrai rappeur qui lui par contre est vraiment sorti, donc c'est plutôt Eazy-E, donc sorti vraiment du ghetto, qui est dans des guerres de gang, et qui continue lui, enfin qui n'est pas intéressé par l'aspect financier, mais a besoin de s'exprimer d'une manière ou d'une autre dans sa poésie par le rap. Et le dernier, alors accrochez-vous à votre slip, enfin c'est pas le dernier, mais c'est le... Ah non, c'est pas celui-là, on n'y est pas encore. Donc là, c'est le concept extrêmement classique, hein, c'est le vigilante. Donc vous étiez un flic qui continue de lutter contre la corruption en devenant vampire. Et là, ça s'aperçoit que les Brujas, la Camarilla sont aussi corrompus que les gens que vous pourchassiez durant la vie. Donc il y a cette espèce de conflit. Bah, c'est si vous voulez jouer l'inspecteur Harry, mais en étant un vampire, c'est exactement ça. Voilà, alors le skinhead. Autre époque, autre mœurs. Alors c'est extrêmement violent. Là, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'appréciation, hein. Clairement, c'est pas un gentil, il commence à 5 d'humanité et tout le prélude qui vous est donné est extrêmement âpre, vraiment montrant le formatage que le gamin va avoir en disant que en trouvant dans la suprématie blanc, il trouve quelque chose et de toute façon, ses parents sont fiers qu'il soit suprémaciste blanc et de toute façon, Hitler avait raison et petit à petit, en fait, il commence à manipuler tout le monde parce qu'il a été capable en prison d'apprendre par cœur pour aller vite des chapitres des paragraphes de Mein Kampf et donc il devient une espèce de, en plus d'être d'une ordure suprémaciste blanc, il devient un manipulateur. Enfin, c'est glaçant comme truc. Et l'idée, c'est que ce que j'aime beaucoup, c'est à la fin, il y a les tips en disant bah ouais, effectivement, des fois vous êtes obligé de travailler avec des minorités ou des Afro-Américains brujas. Bon, vous aimez pas ça, mais d'un autre côté, vous dites que c'est quand même, enfin, sur l'échelle des races, ils sont plus élevés que s'ils n'étaient pas vampires. Donc ouais, c'est assez, c'est une époque. Il y a ce côté, on veut choquer chez White Wolf qui s'assumait entièrement à l'époque. En restant un peu dans le même registre, la prostituée, évidemment, qui va essayer de manipuler son monde en étant vampire pour essayer d'augmenter sa position sociale. Et on finit donc par un autre appendice qui sera présent dans tous les clins de book, les fameux personnages très importants. Donc Robin Hood, donc Robin des Bois pour aller vite, qui reste en Europe, qui est l'un des plus vieux vampires actifs au niveau des Brujas, qui cherche à lutter contre la veuve et l'orphelin. Ce qui est assez cool, c'est qu'à l'époque, ils font plus du tout ça. Il y a un micro-paragraphe, en fait, généralement, il y a une ou deux phrases sur ce qu'ils savent faire. Donc, c'est pas un profil, mais on vous dit, bon, bah voilà, ils sont balèzes, ils ont plein de disciplines, ils ont domination et compagnie. Donc, Marguerite Foccart, qui était l'une des pionnières de la Révolution française, hein, qui est partie après aux États-Unis. Crispus Attucks, donc, Crispus Attucks, qui est un ancien,
qui était une sorte de métis marin, en fait, qui va être l'un des pères fondateurs dans l'ombre de la Révolution américaine. Et Jeremy McNeil, donc, dont on parlait, qui est en gros le type qui a renversé, qui a créé les États libres anarques et qui se retrouve un peu coincé parce qu'il ne sait plus vraiment comment opérer. Et le dernier, Smiling Jack, donc, qui est un pirate iconoclaste qui, partout où il va, sème la mort et la destruction, qui est un personnage que vous retrouvez dans le jeu vidéo Vampire Bloodlines, qui est essentiellement, bah voilà, c'est un pirate complètement fou, enfin, qui a une méthode à folie, mais qui est quand même assez walou, qu'on sera amené à recroiser de temps en temps. Vous avez, et il vous donne aussi des feuilles sur 4 pages, donc c'est un peu dense quand même, pour faire tout votre perso. Et on finit par une petite pub pour Ars Magica 3e édition. Et le prochain supplément que je vais vous faire d'ailleurs, c'est Children of the Inquisition, donc qui est un qui à travers les vampires. Donc c'est une dizaine de profils de vampires qui sont plus vieux que l'Inquisition, qui ont survécu à l'Inquisition, et qui ont tous des rôles majeurs, peut-être pas tous, mais dont la majorité ont des rôles majeurs dans le monde des ténèbres, dans le lore du monde des ténèbres, dans le métaplot du monde des ténèbres. Ça va être Dracula, ça va être de l'antidiluvien La Sombra, ça va être Rupert Lambrec, qui est un Tsimiché lâche, qui est l'enfant préféré de l'antidiluvien de Tsimicé. Enfin bon, voilà, on va en reparler, on aura l'occasion. Et voilà, c'est le premier clan book qu'on fait ensemble. Il y en aura beaucoup, hein. Imaginez, il y en a quand même 13, on va en avoir 13, donc ça fait énormément. C'est pour ça que j'essaierai de les découper comme dans l'ordre de parution, en évitant de faire deux clans book à suivre, parce que même pour moi, c'est pas très marrant. En fait, simplement, c'est un peu toujours la même chose. Donc voilà, en tout cas, c'était le premier. Il y en aura beaucoup d'autres à arriver. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Allez, salut!